Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une série de documents assez récents qui nous racontent deux histoires, deux trajectoires africaines. Oui, et qui se déroulent vraiment en parallèle. D'un côté, on a le Burkina Faso, un pays enclavé, avec une situation sécuritaire, on le sait, très compliquée. Et de l'autre, la République du Congo, le Congo-Brazzaville, pays côtier, lui, riche en pétrole. Deux contextes qui n'ont presque rien à voir. Et pourtant, en lisant ces articles, ces rapports qui datent tous de 2025, début 2026, la question qui saute aux yeux, c'est un vrai paradoxe. Comment un pays qui fait face à autant de difficultés arrive à lancer des chantiers d'infrastructures gigantesques? Exactement. Alors que l'autre, qui a sur le papier d'immenses ressources, peine à fournir l'eau et l'électricité à sa propre capitale. C'est ça qui est frappant. C'est tout le cœur de notre analyse, en fait. On va essayer de comprendre ces dynamiques. Et ça pose une question peut-être un peu sensible. Est-ce que l'âge, l'expérience au pouvoir, est-ce que ça garantit le développement voilà. Ou est-ce qu'une vision, une volonté d'aller vite peut tout bousculer? Pour y voir plus clair, je propose qu'on commence par le plus concret, le plus visible, les routes. Ah oui, c'est un excellent point de départ. Parce que là, le contraste, il est spectaculaire. Alors, au Burkina Faso, de quoi parle-t-on? Alors là, on ne parle pas de petites réparations, hein. On parle d'un bond en avant. En décembre 2025, le pays a lancé la construction de sa toute première autoroute, au sens moderne du terme. Et c'est pas n'importe quel axe, c'est pour relier les deux poumons économiques. Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. C'est ça. Et techniquement, c'est du lourd. On parle de 332 kilomètres. D'accord. 8 voies. Donc 2 fois 4 voies. C'est un standard d'autoroute qu'on trouve en Europe. Ah oui, quand même. Mais le plus fou, ce n'est même pas le projet en lui-même. C'est la manière dont il est mené. C'est là que j'ai un peu halluciné en lisant les sources. Ce projet est financé entièrement sur les fonds propres de l'État burkinabé. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Sans aide du FMI, sans la Banque mondiale. Pour un budget de 200 milliards de francs CFA, juste pour 2026. Mais C'est quasiment du jamais vu pour un projet de cette ampleur dans la région. exactement. Et cette volonté d'autonomie, elle s'accompagne d'une vitesse d'exécution assez impressionnante. Les documents parlent de plus de 100 bulldozers mobilisés en même temps sur le chantier. C'est énorme. Pour donner une idée, l'objectif de défrichage, c'était 60 jours. Ils en ont fait 70% en à peine 40 jours. On sent qu'il y a une urgence, une impatience à obtenir des résultats. Ce n'est pas un effet d'annonce. Non, absolument pas, et ce n'est pas un projet isolé, c'est ça qui est intéressant. Ça fait partie d'une initiative présidentielle beaucoup plus large, Faso-Mebo. Mais là, l'ambition, c'est quoi? C'est de construire entre 3000 et 5000 kilomètres de route Par an. par an. C'est une échelle colossale. C'est colossal. D'accord. Le tableau pour le Burkina est impressionnant. Mais soyons justes, le Congo-Brazzaville, ce n'est pas un désert d'infrastructures. Ils ont la fameuse route nationale 1. Bien sûr, la RN1, elle est vitale, elle relie Brazzaville au port de Pointe-Noire. Donc, on ne compare pas un pays qui part de zéro avec un autre qui a déjà un réseau. C'est une bonne question, mais la différence, elle est double. D'abord, la RN1, c'est une route nationale, pas une autoroute à 8 voies. D'accord, ce n'est pas le même standard. Et deuxièmement, et c'est le point crucial, le rythme n'est pas le même. Une des sources indique que seulement 10% du réseau total du Congo est goudronné. Et l'entretien, c'est un casse-tête permanent. Et les nouveaux grands projets alors, hein? Je pense à ce fameux pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa. On en parle depuis des années. Ben voilà, c'est le symbole parfait de cette lenteur. C'est un projet stratégique, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais sa mise en œuvre est très, très lente. Donc, pour résumer ce premier point, on n'est pas juste en train de comparer des kilomètres de goudron. Non, pas du tout. On compare une volonté de bâtir à marche forcée avec ses propres moyens. Contre une gestion d'un héritage qui peine à se moderniser. C'est exactement ça. Et vous avez dit le mot-clé, propres moyens. La question qui vient tout de suite, c'est mais où trouve-t-il l'argent? Surtout au Burkina, en refusant l'aide des grandes institutions, c'est le cœur de la nouvelle stratégie, la souveraineté économique. La décision la plus forte, et toutes les sources en parlent, c'est ce refus de contracter de nouveaux emprunts auprès du FMI et de la Banque mondiale. C'est un pari politique énorme. Alors, comment on fait? On imprime de l'argent? Non, non, la stratégie est différente. D'abord, assainir les finances. Au lieu de s'endetter à l'extérieur, la priorité a été donnée au remboursement de la dette intérieure.
Ah, c'est intéressant. Oui, pour redonner de l'air à l'économie locale, un chiffre circule, environ 1,2 milliard de francs CFA auraient été remboursés rien qu'en 2025. D'accord, on rembourse, mais ça ne crée pas de nouvelles richesses pour financer une autoroute. C'est le deuxième volet du plan. Reprendre le contrôle des ressources, l'or par exemple. Ils viennent d'inaugurer une raffinerie d'État, une raffinerie d'or. Ouais, capable de traiter 150 tonnes par an. C'est une capacité énorme. L'objectif est simple, ne plus vendre de l'or brut, mais un produit fini, pour capter beaucoup plus de valeur. Et il y a aussi des nationalisations de mines, j'ai lu ça. La logique, c'est les richesses du sous-sol doivent financer le développement de la surface. C'est la logique affichée, oui. Et au Congo alors, avec tout leur pétrole, c'est une approche similaire? Pas du tout. Au Congo, on est dans un modèle beaucoup plus classique et du coup beaucoup plus vulnérable. L'économie est ultra dépendante des revenus du pétrole. La grande loterie des matières premières. C'est ça. Quand les cours du baril sont hauts, tout va bien. Quand ils chutent, c'est tout le pays qui retient son souffle. Ce qui doit rendre la planification à long terme quasiment impossible. On ne peut pas lancer un chantier sur 5 ans si on ne sait pas de quel budget on disposera l'année suivante. Précisément. Ça rend les investissements très cycliques, très fragiles. On va se concentrer sur des projets plus petits, une route en ville, une infrastructure portuaire, mais on ne sent pas ce plan national intégré, financé sur le long terme, qui semble émerger au Burkina. Au-delà des grands chiffres, des stratégies économiques, comment est-ce que ça se traduit dans la vie des gens? Parce que c'est ça, au fond, le test ultime. Et là, j'ai lu des choses assez étonnantes, venant du Burkina. Oui, et c'est peut-être là que le contraste est le plus intéressant. On voit des innovations, à la fois sociales et technologiques, qui sont assez surprenantes. Prenez les travaux d'intérêt généraux, les TIG. J'ai vu ça. Ça m'a fasciné. L'idée, c'est que pour une infraction au code de la route, au lieu de payer une amende, on va nettoyer l'hôpital du coin. C'est bien ça? C'est exactement ça. Et ce n'est pas anecdotique. Les sources donnent des exemples très concrets. À Fada Ngourma, 242 personnes condamnées à des TIG en août 2025. Ah oui, ce sont des chiffres importants. Dans la province du Naouri, 141 personnes qui nettoient des centres médicaux. Fin 2024, une loi en a fait une peine principale, une vraie alternative à la prison. Les avantages sont clairs, ça désengorge les prisons et, d'une certaine manière, ça responsabilise. Oui, ça rend les citoyens acteurs de leur communauté. C'est pragmatique. Et puis il y a cette voiture Itawa, une marque de voiture électrique conçue et assemblée au Burkina. On est loin des clichés là. Très loin. Et techniquement, ce n'est pas un gadget. On parle d'une autonomie de 330 km, une charge rapide en 30 minutes, des panneaux solaires intégrés. Des panneaux solaires sur la voiture? Oui, sur le toit, pour aider à l'alimentation. Il y a 2 modèles, Native et Sahel. C'est un pari sur les technologies vertes qui crée une fierté, des compétences locales. C'est incroyable. Donc pendant que des ingénieurs burkinabés montent des voitures électriques à Brazzaville, on a du mal à garder la lumière allumée. Le contraste est violent. Il est brutal. Les documents de janvier 2025 sont sans appel. C'est le directeur de l'énergie électrique du Congo lui-même qui annonce des coupures majeures à Brazzaville. Et la raison est? La raison officielle est sidérante. Une turbine est, je cite, arrivée en fin de cycle. Elle n'avait jamais été entretenue depuis son installation. Pardon, Minde. On parle d'une pièce maîtresse du réseau électrique d'une capitale qu'on laisse tourner jusqu'à ce qu'elle lâche. C'est ce que les sources rapportent. Et le problème est plus large. La ligne haute tension qui vient du barrage de Pointe-Noire vers Brazzaville, elle est tellement défectueuse qu'elle perd plus des 2 tiers de l'énergie en chemin. Attendez, j'ai bien entendu 2 tiers. Ce n'est pas une ligne à haute tension, c'est une passoire électrique? Les chiffres sont de cet ordre-là. On parle de 200 mégawatts de pertes. Le résultat, ce sont des délestages constants qui paralysent tout. J'imagine. Et ce n'est même pas le pire, hein. Il y a pire que de ne pas avoir d'électricité? Oui, ne pas avoir d'eau. Les habitants de Brazzaville subissent des coupures d'eau potable qui peuvent durer des jours. Le réseau de distribution a un demi-siècle, il est à bout. Et c'est là qu'on touche au paradoxe absolu. Oui, la ville de Brazzaville est construite sur la rive du fleuve Congo. Le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Exactement. L'eau est là, juste sous leurs yeux, en abondance quasi infinie. Mais elle n'arrive pas dans les robinets. C'est un symbole incroyablement puissant, ce décalage. Quand on voit des contrastes pareils sur les routes, l'économie et même les besoins les plus basiques, on est obligé de regarder qui tient la barre. Et là aussi.
Là aussi, le fossé est immense. C'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a 36 ans. Le plus jeune chef d'État au monde. Oui, arrivé au pouvoir fin 2022. Il incarne la rupture, la jeunesse, une forme d'impatience, de vouloir tout transformer, et vite. Et de l'autre, De l'autre, au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, 82 ans. Il cumule plus de 40 ans à la tête du pays. 40 ans. Et un document de décembre 2025 nous apprend qu'il a été investi candidat par son parti pour la présidentielle de mars 2026. À 82 ans. C'était devenu possible parce qu'un référendum avait fait sauter la limite d'âge de 70 ans, c'est bien ça? Qui incarne la longévité, l'expérience. Et on pourrait se dire que 40 ans de pouvoir, c'est une connaissance des dossiers, c'est une forme de sagesse, de stabilité, mais les faits qu'on vient de décrire racontent une toute autre histoire, non? Disons que les faits suggèrent que la corrélation n'est pas si simple. En moins de 3 ans et dans un contexte bien plus difficile, le leadership burkinabé a mis sur les rails une autoroute, une marque de voiture, une raffinerie. Et a changé la vie quotidienne avec les TIG. Voilà. Et de l'autre côté, après 4 décennies, les problèmes fondamentaux d'eau et d'électricité dans la capitale sont toujours là. Donc si on met tout ça bout à bout, l'âge et l'expérience ne seraient pas les variables décisives finalement. Ce que les sources montrent en tout cas, c'est que la vision, la volonté politique et surtout la capacité d'exécution semblent beaucoup plus déterminantes. On a l'impression d'une approche commando au Burkina. C'est un peu ça. On définit un objectif, on mobilise tout, on exécute vite. Au Congo, on semble dans une gestion plus classique, dépendante des cycles économiques, avec des plans dont on peine à voir les résultats concrets. Au final, c'est presque le monde à l'envers. Un pays pauvre et enclavé qui agit comme s'il était riche et plein d'avenir. Et un pays riche en ressources qui semble parfois paralysé, comme s'il était à court de moyens. C'est un bon résumé du tableau qui se dégage. Le message clé, ce serait donc que le développement, ce n'est pas une question d'âge du capitaine, mais de clarté du cap. De la clarté du cap, de la vision et de la détermination à faire avancer le navire, peu importe la météo. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière pensée, une question qui va bien au-delà de ces deux pays. Oui, une question fondamentale. Comment se fait-il que des ressources naturelles immenses, que ce soit du pétrole ou un des plus grands fleuves du monde, ne se traduisent pas systématiquement par des services de base fiables et sûrs? Qu'est-ce qui explique ce fossé, parfois abyssal, entre la richesse théorique d'une nation et le bien-être de ses citoyens? Le véritable enjeu est peut-être là, pas dans la richesse elle-même, mais dans la capacité à la transformer en une vie meilleure pour tous. Ça est la peine, lumière nouvelle, Afrique avance, nos cœurs s'élèvent. Terre rouge et or, soleil sur l'horizon, un vent nouveau souffle porteur de vision. Les richesses brillent pour bâtir demain. Le peuple avance, maître de son chemin. Les routes s'ouvrent vers un avenir plus grand. Les mains construisent un futur éclatant.